Ça y est, nous sommes 3 jours après la publication de la première vidéo GoToPassess dans laquelle je vous ai proposé de gagner un pack de fiches complet en U1 pour préparer votre Passess. Vous êtes près d'une cinquantaine en 48 heures à avoir joué le jeu et nous avons sélectionné la personne, elle se reconnaîtra, qui a remporté ce pack de 30 fiches de cours et de QCM sur les notions essentielles de l'U1. Ne t'inquiète pas, je vais pas te citer dans cette vidéo pour éviter que tu te fasses spammer, mais bravo à toi. En plus, il me semble que tu t'en es pas trop mal sorti vu le score que tu as obtenu quand tu as répondu à ces QCM. D'ailleurs, en relisant les commentaires juste avant le tirage au sort, il m'est venu une idée assez intéressante d'un point de vue statistique pour vous faire comprendre comment fonctionnait la compétition en Passess. Je me suis demandé si la répartition de vos résultats respectait celle d'une fonction gaussienne. Vous savez, ce type de fonction en cloche que l'on retrouve en statistique avec la loi normale par exemple. Parce qu'il n'est pas rare que l'on retrouve cette allure dans la répartition des notes à un examen, et notamment au concours de Passess. J'ai donc relevé vos résultats dans un tableau Excel. D'ailleurs, si vous intéresse, vous avez obtenu en général une meilleure note sur le test portant sur la néoglucogénèse que sur la glycolyse, avec respectivement 3,31 sur 5 de moyenne sur la néoglucogénèse et 3,16 sur 5 sur le test portant sur la glycolyse. En somme, vous avez obtenu une moyenne de 6,47 sur 10. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que bien évidemment, cette petite étude comporte plusieurs biais. Déjà, le fait que vous ayez effectué le test juste après avoir lu la fiche. Deuxièmement, on part du postulat que vous avez été tous honnêtes lorsque vous m'avez donné votre score en commentaire. Et enfin, la population ayant répondu à ce test, c'est-à-dire vous, comporte un biais de sélection. Vous n'êtes pas en effet strictement représentatif de la population d'un amphithéâtre complet de Passess. Vous allez dire que je vous jette des fleurs, mais il est normal d'attendre des résultats plus importants de personnes qui s'investissent et qui ont pris le temps de répondre à ces tests, comparé à d'autres étudiants qui s'investissent peut-être un peu moins. En bref, donc ma petite étude est à prendre avec des pincettes, mais elle montre des choses déjà intéressantes. Comme vous avez tous obtenu une note avec des chiffres entiers compris entre 0 et 10, j'ai donc discrédité en classe vos résultats et j'ai calculé leurs fréquences respectives. On obtient donc ce graphique assez bizarre. Bizarre certes, mais on retrouve en tout cas cette allure en cloche avec peu de personnes ayant obtenu des notes extrêmes et une majorité d'étudiants qui ont obtenu une note comprise entre 6 et 8 sur 10. D'ailleurs, la médiane se situe à 7 sur 10. De plus, on remarque une certaine symétrie de cette courbe centrée sur cette note, comme dans le modèle de la note normale qui est centrée sur l'espérance. Je sais, l'allure reste un peu étrange, mais on retrouve bien un certain motif qui colle avec ce modèle. D'ailleurs, je suis persuadé que si on n'avait pas eu 50, mais plutôt 1000 participants, on serait rapproché beaucoup plus fidèlement d'une belle fonction gaussienne. Maintenant, si on transpose ça au concours de Passess, d'après une étude sur le classement des facultés données par l'étudiant, je vous mets le lien en description. On a un taux de réussite moyen dans l'une des 4 filières médicales, à savoir la probabilité d'intégrer soit médecine, odontologie, pharmacie ou sage-femme, qui est de 22%, toutes facultés confondues. 22% dans notre petite étude, cela correspond à la note obtenue par le 10e meilleur participant, c'est-à-dire 8 sur 10. Alors je sais, vous allez me dire que c'est excellent, mais je vous rappelle qu'on a plusieurs biais dans cette petite étude, notamment le biais de sélection. Cependant, je voulais ici vous familiariser avec la compétition en Passess. Pas pour vous faire peur inutilement, mais pour que vous l'intégriez progressivement. Et plus rapidement vous serez dans l'acceptation de ce système de classement et de compétition, plus vous serez disponible mentalement pour vous concentrer sur votre apprentissage, votre entraînement et votre évolution, plutôt que sur ce stress absolu et inutile des classements et des résultats à un moment donné. J'aimerais vous faire comprendre que sur cette répartition, il y a énormément de mouvements tout au long des semestres en Passess. C'est-à-dire qu'un étudiant ayant obtenu d'excellents résultats à une colle à un moment donné peut se relâcher et basculer cette fois du mauvais côté de la ligne. A l'inverse, un étudiant faisant partie du ventre mou peut aussi très bien basculer du bon côté de la ligne en travaillant intelligemment. En d'autres termes, quelle que soit la note que vous avez obtenue, vous pouvez tout à fait basculer à droite ou à gauche de cette ligne d'admission. Je le répète encore une fois, c'est la raison pour laquelle vous devez vous focaliser sur votre évolution. Un résultat seul ne veut rien dire et vous mènera dans un cas au relâchement si vous avez obtenu une très bonne note à une colle à un moment donné, ou bien à la dépression si à l'inverse vous avez loupé une colle. Donc retenez bien pour cette année l'évolution, l'évolution et enfin l'évolution. J'espère que cela donnera de la force et du courage à ceux ayant eu des notes un peu moins bonnes et que vous allez refaire ce test pour tendre vers le quasi sans faute. Ensuite, sans transition, je voulais vous parler de la série GoToPassess. Déjà, merci, j'ai eu un super retour de la première vidéo portant sur les notions essentielles du lycée à revoir pour la Passess. Concernant la deuxième vidéo, elle portera sur la mise en place de votre stratégie de travail. J'ai voulu penser à la fois aux primants et aux redoublants pour vous transmettre des méthodes issues de la neuropédagogie. La vidéo est déjà filmée et elle est actuellement en montage,
Je vous la publierai d'ici le début de la semaine prochaine. Et j'espère sincèrement qu'elle vous plaira et qu'elle vous aidera surtout. Concernant la pré-rentrée qui débutera le 15 juillet, déjà, je voulais souhaiter la bienvenue aux étudiants qui sont déjà inscrits pour la période pré-vente. Ça fait super plaisir de voir autant de motivation. D'autant plus que je vous rassure, bien que vous soyez en vacances, vous n'aurez pas besoin de passer énormément de temps à vous former. On a vraiment pensé au format de cette pré-rentrée pour la rendre la plus agréable possible à suivre. D'ailleurs, vous avez été nombreux à nous demander sur Instagram à quoi pouvait ressembler le format de ces capsules vidéo pour cette pré-rentrée. C'est pourquoi je vous présente ici gratuitement le premier cours de biochimie de cette formation qui portera sur les oses. Dans tous les cas, ça fera une bonne occasion pour les primants de découvrir un cours de PACES et pour les redoublants, nous faire une bonne piqûre de rappel. Allez, c'est parti, je vous laisse avec ce premier cours extrait de la pré-rentrée sur les oses. C'est parti! Bienvenue dans ce cours de biochimie des glucides où nous allons parler ici des monomères constitutifs des glucides, à savoir les oses ou encore les monosaccharides. Alors comment se caractérise leur formule générale? La voici, on aura N carbone pour N molécules d'eau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les appelle les hydrates de carbone. Une autre caractéristique qu'ils possèdent est une fonction réductrice, qui sera soit un aldéhyde pour les aldoses, soit une cétone pour les cétoses. Alors dans ce cours, nous passerons en revue ces deux grandes familles d'oses et les différentes manières de les représenter. En fait, vous avez deux façons très courantes de représenter les oses. La première représentation est celle de Fischer et la seconde est la représentation d'Haworth. La représentation de Fischer est en quelque sorte une représentation écrasée de la formule de Cram. En fait, sur le schéma que vous avez ici, vous allez regarder la molécule dans l'espace de telle sorte que les groupements dans l'axe horizontal pointe vers vous. Ensuite, vous allez abolir les traits pleins et les pointillés pour ne garder en fait que les traits simples. Et vous obtiendrez votre représentation de Fischer. Avec ce type de représentation, vous ne pouvez pas représenter les oses sous leur forme cyclique. Mais c'est une formule en fait qui est très pratique et qui est très utilisée car elle permet en fait tout simplement de dessiner rapidement les oses et on utilisera d'ailleurs cette représentation pour décrire plus tard dans le cours les aldoses et les cétoses. Ensuite, vous avez la représentation d'Haworth, qui est une représentation plus fidèle car elle représente l'ose sous sa forme cyclique, typiquement comme vous pouvez le voir sur l'icône ici. Maintenant, je vais vous montrer comment passer de la représentation de Fischer à la représentation d'Haworth. Alors dans un premier temps, vous allez numéroter la chaîne carbonée, du carbone numéro 1 au carbone numéro 6. Alors vous voyez ici que pour en fait former le cycle, on refermera l'ose entre le OH subterminal porté par le carbone numéro 5 et le premier carbone de la chaîne. Alors ensuite, pour dessiner plus facilement la formule d'Haworth, on va intervertir le OH subterminal pour qu'il se retrouve dans l'axe du squelette carboné, comme montré ici. En fait, cette interversion va vous permettre de bien placer les groupements en haut ou en bas du cycle de la représentation de Haworth. Tout simplement, ce qui va se trouver en haut sur la formule couchée de Fischer que vous avez retournée va se retrouver en fait en haut du cycle. Et inversement, tout ce qui se trouve en bas de cette formule de Fischer se retrouvera en bas de la formule de Haworth. Donc voilà, on va finir par placer les différents groupements en haut et en bas du cycle. Ensuite, on va fermer le cycle, comme je vous l'ai dit, entre l'hydroxyle subterminal porté par le carbone numéro 5 et le carbone numéro 1 de la chaîne. Alors voilà, en fait, vous allez vous retrouver avec votre OH porté par le carbone numéro 1 et vous n'allez pas savoir quoi en faire, le mettre au-dessus ou en dessous du cycle. Alors c'est normal parce qu'avec la formule de Fischer seule, vous ne pouvez pas savoir en fait. En effet, il peut très bien se placer en haut ou en bas du cycle. En fait, on peut former deux anomères. On parlera de l'anomère alpha quand le OH est en bas du cycle et de l'anomère bêta quand le OH est en haut du cycle. Maintenant que vous savez comment représenter les oses, passons à la description de leurs deux grandes familles, à savoir les aldoses et les cétoses. Mais avant de se lancer dans un apprentissage bête et méchant, j'aimerais que vous compreniez ce qui est important à savoir pour ces deux types de familles. Premièrement, vous devez savoir les différencier chimiquement. Bon là c'est facile, on aura soit une fonction aldéhyde, soit une fonction cétose. Deuxièmement, vous devez connaître le chef de file de chaque famille, c'est-à-dire l'ose le plus élémentaire dont tous les autres dérivent. Et enfin, connaître les oses les plus décrits en biochimie. On commence par les aldoses, où ce sera le carbone numéro 1 qui portera toujours la fonction aldéhyde. Le chef de file à connaître absolument est le déglycéraldéhyde. D'ailleurs, retenez bien son nom car vous le retrouverez souvent sous sa forme phosphorylée dans beaucoup de voies métaboliques, notamment dans la glycolyse, la voie des pentosephosphates, etc. De ce déglycéraldéhyde, vous allez obtenir par ajout de carbone successifs les autres oses de cette même famille d'aldoses. Alors je vous laisse vous référer à la fiche de cours qui est située en bas de la vidéo où vous trouverez en fait tout l'arbre d'obtention de ces différents aldoses. Mais bon, ici on va se focaliser sur ce que vous devez retenir en priorité. Alors parmi les exoses, vous avez 3 aldoses que vous rencontrerez le plus.
Vous avez le D-glucose, le D-mannose et le D-galactose. En fait, pour les mémoriser, il y a une façon très simple. Vous pouvez utiliser votre main et vos doigts. Et en fait, vous imaginez que l'extrémité de vos doigts, quand vous penchez votre main comme ça, et que vous passez votre main face à vous, représente en fait les hydroxyles. Donc en fait, pour le glucose, la représentation, c'est ça. Et pour le mannose, ça va être ça. Pour le galactose, ça va être ça. Glucose, mannose, galactose. Voilà, c'est super simple. Enfin, vous avez un autre aldose important à retenir, ce sera le D-ribose, car il interviendra dans la structure des nucléotides. Vous le retrouvez donc dans l'ARN, dans l'ADN sous sa forme désoxyribose, mais aussi dans l'ATP ou encore dans le NADH. En bref, retenez bien ce petit pentose. Passons maintenant aux cétoses, où sera le carbone cette fois-ci numéro 2, qui portera la fonction cétone. Le chef de file à connaître est le dihydroxyacétone. Vous le retrouverez souvent noté DHA. Cette petite molécule est aussi très importante dans le métabolisme, notamment dans la glycolyse, encore une fois sous sa forme phosphorylée toujours. D'ailleurs, vous pouvez au sein de cette voie métabolique passer du chef de file des aldoses au chef de file des cétoses par une simple réaction en fait d'isomérisation. Mais bon, ça vous le reverrez quand vous apprendrez le métabolisme et la glycolyse. Donc pour revenir à cette famille des cétoses, vous aurez deux oses que vous rencontrerez fréquemment. Ce seront le déribulose et le défructose. Alors le déribulose, car il intervient dans la voie des pentoses phosphates, que vous reverrez aussi dans le métabolisme glucidique, et le célèbre défructose, car c'est le sucre que vous rencontrerez en abondance dans les fruits et qui intervient également dans de nombreuses voies métaboliques. Donc voilà, je vous remets ici les différents aldoses et cétoses importants à connaître, avec bien évidemment le chef de file de chaque famille à retenir par cœur. Vous retrouverez toutes les informations de cette vidéo synthétisées sur la fiche de cours en bas de la vidéo. Voilà, c'est tout pour ce cours sur les oses. Moi je vous dis à la prochaine.